Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de la gauche française dans tous ses états. La France insoumise a divisé son score par 3 en 2 ans et son leadership commence à vaciller. Le PS ne se relève pas. Benoît Hamon se retire pour quelque temps de la vie politique. Le seul qui sortent renforcés des européennes, c'est Yannick Jadot. La survie de la gauche dépend-elle à présent d'Europe Écologie Les Verts ? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Agnès Verdier-Molinier à François Calfon. Nous reviendrons sur l'affaire General Electric qui repose le problème de l'impuissance de l'État face à la désindustrialisation. Emmanuel Macron assure qu'il restera vigilant, mais que peut-il vraiment ? Quels sont ses moyens de pression ? Analyse et débat dans 10 minutes. Et puis ce soir, on va se pencher sur une enquête, celle de Mickaël Darmon, qui est notre invité ce soir. Le journaliste politique nous décrit les coulisses de la machine élyséenne sous l'ère Macron et il en tire une conclusion. La politique est un métier, c'est le titre de son livre. On va en parler avec lui dans un instant. D'abord, retour sur les 2 années du quinquennat Macron avec Jonathan Dupriez. Seul, sur fond d'Aude à la joie, Emmanuel Macron traverse la cour du Louvre. Le 7 mai 2017, l'ancien ministre de l'économie est élu à 39 ans, plus jeune président de la République française. Le mois suivant, Emmanuel Macron remporte une large majorité aux législatives et met en place ses réformes. Ordonnance travail, réforme ferroviaire ou encore loi Elan, à un rythme effréné. Les premiers temps, il jouit d'un contexte favorable. Emmanuel Macron est crédible sur le plan européen et international. Paris remporte les Jeux Olympiques de 2024, les Bleus la Coupe du Monde. Mais l'affaire Benalla vient gripper la machine présidentielle à l'été 2018. Les réformes sont à l'arrêt, des ministres de premier plan comme Gérard Collomb ou Nicolas Hulot démissionnent. À l'automne 2018, l'augmentation annoncée des prix du carburant révolte une partie de l'opinion. La crise des Gilets jaunes éclate. Pour sortir de cette crise, il prend des mesures en faveur du pouvoir d'achat. 10 milliards d'euros sont mis sur la table en décembre, puis il lance le grand débat dont la restitution ne convainc pas, malgré les 10 autres milliards supplémentaires. C'est finalement le scrutin européen qui redonne de l'oxygène à la majorité. Arrivé en 2e position, La République En Marche a réussi à siphonner les voix de la droite et du centre. La recomposition du paysage politique revendiquée par Emmanuel Macron depuis 2017 est toujours en cours. Un motif de satisfecit pour le président de la République. Et on va aller plus loin avec Mickaël Darmon, notre invité dans l'entretien ce soir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Journaliste politique, éditorialiste sur Europe 1 et vous publiez donc ce livre. La politique est un métier dans les coulisses de la machine élyséenne. Votre titre interpelle déjà parce que beaucoup d'élus vous diraient non, la politique c'est pas un métier, c'est une mission, c'est une vocation, c'est un idéal. Le cas d'Emmanuel Macron vient montrer le contraire ? La politique, c'est être capable de produire une politique publique pour pouvoir changer la vie des gens, c'est respecter des codes, être capable de pouvoir faire passer des amendements, faire des lois, des réglementations. Donc, de ce point de vue-là, c'est effectivement un métier qui peut avoir une vocation existentielle. Être docteur ou être médecin, c'est un métier, mais c'est également une vocation. Donc, ce n'est pas incompatible. Ce titre-là, j'ai choisi pour qualifier ce que vit Emmanuel Macron dans cette partie maintenant, moitié, maintenant pratiquement du quinquennat, parce que c'est à la fois un constat, c'est à la fois une prise de conscience de sa part et une direction. C'est-à-dire, c'est au fond un peu un titre en rond-point, vu la période qu'on a traversée. Ouais. Il est un petit peu à un carrefour et il a choisi effectivement d'intégrer, à la différence du début du mandat, les codes de la politique pour pouvoir continuer, voire même relancer son quinquennat. Et c'est parce qu'il ne les avait pas, ces codes de la politique traditionnelle au départ, qu'on peut dire que son quinquennat a un peu volé en éclats ? Souvenez-vous, il avait expliqué que le parcours de l'élection, c'était un parcours old school, ringard, qu'il avait complètement changé les codes. Le début de son mandat, c'est changer les codes, les usages, les visages. Et en réalité, il démarre dans une sorte de modèle inversé. Ses prédécesseurs ont connu la politique, puis éventuellement la victoire. Lui, il connaît la victoire d'abord et il découvre ensuite la politique parce que effectivement, il est rattrapé par les réalités, rattrapé par tous les événements que l'on a vus, effectivement, crise de confiance, gilets jaunes, on va y revenir, mais qui, au fond, aurait pu être évité s'il y avait aussi une analyse politique du système et de l'environnement. Dans votre enquête, vous découvrez d'ailleurs un Macron isolé. Vous écrivez ceci: la personne qui a rempli ce rôle, celui d'être capable de rassurer le président d'un regard, a été Alexandre Benalla. Est-ce que c'est ce qui pourrait expliquer le fait qu'Alexandre Benalla ait pu être protégé à ce point par l'exécutif, l'Élysée ? Oui, d'abord, il y a un caractère du président Macron qui est toujours de protéger ses amis, de ne jamais les laisser tomber. Il est dans l'affect, les premiers resteront les premiers. Il a dit ça depuis le départ. On a connu un François Mitterrand qui était pareil, même si
ses amis parfois pouvaient être très compliqués. Donc Macron agit de la même manière. Et il est vrai que tout cela est corollaire de la façon dont Macron a gagné le pouvoir, a pris le pouvoir en un an, avec un parti lancé en avril 2016. Il arrive tout seul. Il n'a pas de hiérarchie policière, il n'a pas de préfet qu'il a connu pendant des années de mandats locaux, de places ministérielles, où il a petit à petit, comme on le voit encore autour de nous, des gens qui patiemment constituent leur réseau, pour le jour où lui, il arrive, il n'a personne. Donc, la seule personne à laquelle il peut faire confiance, c'est les quelques personnes, dont Alexandre Benalla, qui ont cru en lui quand ils étaient 4 dans le bureau et qui leur a dit voilà ce qu'on va faire. L'autre grande crise qui a mis à l'épreuve Emmanuel Macron, c'est la démission de Nicolas Hulot. Et puis il y a eu cette liberté de ton de Stéphane Bern. Et là, vous nous dites quelque chose d'intéressant. Oui, ils viennent de la société civile, ils ont cassé les codes, c'est exactement ce que voulait Emmanuel Macron, mais finalement le piège se referme sur lui. Oui, effectivement, c'est le paradoxe et la contradiction du diagnostic et des consignes, des envies données par Emmanuel Macron. À partir du moment où on intègre des noms politiques dans la pratique du pouvoir et la machine du pouvoir, il ne faut pas s'étonner à ce qu'ils se comportent comme des non-politiques. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça s'est passé avec ces personnalités-là. Ça se passera beaucoup plus tard, on verra, avec les Gilets jaunes, qui au fond ont appliqué ce que Macron a dit devant les étudiants américains en leur disant, quand il était en bras de chemise, cassez les codes, soyez turbulents, ne croyez pas en ce qu'on vous dit, bougez les lignes. Qu'est-ce qu'ont fait les Gilets jaunes? Ils ont exactement fait ça, ils ont bousculé les lignes, cassé les codes, ils n'ont pas cru. Et au fond, d'une manière générale, depuis 2 ans, Emmanuel Macron a un peu subi la justesse de ses diagnostics. Il dit des choses, il qualifie, il lit une époque, il pose des principes et ils lui reviennent souvent en boomerang parce qu'ils n'ont pas d'airbag politique pour pouvoir justement contrôler leurs effets. Et que diriez-vous sur la scène internationale? Emmanuel Macron sur la scène internationale, est-ce qu'il a été aussi victime est-ce qu'il a été lui-même naïf, notamment face à Trump? Non, alors vis-à-vis de la position d'un Macron sur la scène internationale, il analyse bien également cette époque, c'est-à-dire face à un Macron, face à un Trump, il a compris qu'il est face à un disrupteur comme lui, quelqu'un qui a aussi gagné parce qu'il a été en rupture avec les codes de la politique classique. Et c'est pour ça qu'au début, il essaie de créer la relation avec lui. Mais après, il n'est pas dupe. Il sait très très bien que les populistes sont les plus nombreux maintenant, ou commencent à être de plus en plus nombreux autour de la table du G20, qu'il va falloir qu'il fasse attention à cela. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'hésite pas maintenant à affirmer des valeurs contraires. Et il sait aussi qu'au-delà, comme il avait dit pour Trump, au-delà des personnalités, les pays gardent des amitiés. Et aujourd'hui, il entretient l'amitié avec les États-Unis, tout en disant et en escomptant sur le fait que Trump passera. On verra dans combien de temps, mais qui ne sera pas forcément éternel, bien évidemment. Vous consacrez aussi un passage à Marine Le Pen, invitée à Matignon au moment justement de la crise des Gilets jaunes, et vous dites qu'elle a impressionné les équipes d'Édouard Philippe. Ce qui pose une certaine question. Moi, je me suis demandé en lisant ça, est-ce que finalement, ils n'ont pas aussi parfois pris des leçons politiques de la part des anciens de la politique, et notamment Marine Le Pen? Oui, et c'est surtout le cas vis-à-à-vis également d'Emmanuel Macron. Elle les a impressionnés parce qu'elle a dit exactement à l'extérieur ce qu'elle avait dit à l'intérieur. Elle a respecté à la lettre près dans ces entretiens-là, ces consultations. Et puis surtout, elle a bien fait comprendre qu'elle n'a pas cherché à aller au-delà de sa démarche politique. Elle a dit « je veux la dissolution, je ne veux pas mettre à bas la République, je suis contre le chaos ». Et alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu effectivement le récit de cet entretien avec Emmanuel Macron un 6 février. Cette date qui, dans l'esprit et de Macron et de Marine Le Pen, le 6 février, faisait écho au 6 février 1934, là où le jour où les ligues anti-parlementaires viennent faire un coup d'État et tentent d'envahir le Parlement. Ce 6 février-là, les deux se rencontrent, ils jouent un peu le match retour de la présidentielle et elle lui fait passer le message en disant « J'ai changé, je ne veux pas le chaos, je ne veux pas renverser la République, je veux vous battre, je veux dissoudre l'Assemblée, je veux installer une autre politique ». Mais ce jour-là, elle lui fait aussi comprendre qu'ils joueront le match tous les deux en 2022, en tout cas c'est leur désir, et Macron et Le Pen veulent refaire le match en 2022 qu'ils ont connu en 2017. Est-ce qu'Emmanuel Macron a conscience de cette fragilité? Il y a cette phrase dans votre livre, le président est en colère contre son armature politique jugée trop faible. Il en a lui-même conscience de cette Oui, il a faiblesse? souvent dit depuis l'été dernier et depuis la montée de toutes les crises qu'on a vues, notamment Benalla, Gilets jaunes, démission. Il a souvent effectivement dit, pesté, compris que son armature politique était un petit peu trop faible. Et puis surtout, il a compris qu'il y a une épure qui est celle de la vie politique quand on est à ce niveau-là,
au bout de 2 ans, l'équipe change. On l'a vu avec Hollande, on l'a vu avec Sarko. L'écosystème, le biorhythme d'une équipe présidentielle, qui souvent vient d'une campagne, donc ça veut dire que ça fait déjà 2-3 ans, pour eux, 3-4 ans, qu'ils étaient totalement sur la brèche, eh bien, elle est obligée de changer. Parce qu'elle est en moindre capacité de produire justement de l'efficacité, de comprendre comment ça se passe. Et ce qu'on voit, que la manière dont Emmanuel Macron renouvelle son équipe, eh bien, il prend à chaque fois des gens d'avant. Jérôme Perra, qu'on a connu à l'époque du RPR de Michel Alliot-Marie, est aujourd'hui conseiller présidentiel pour les élus locaux. On a bien compris qu'effectivement, c'est les codes anciens qui sauvent le représentant, dit-il, du monde nouveau. Et cette enquête est à lire dans La politique est un métier, dans les coulisses de la machine élyséenne. Merci infiniment, Mickaël Ferrand, d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle qu'on vous retrouve aussi tous les matins sur Europe 1. OVPL continue avec le match des idées. Il va opposer dans un instant Agnès Verdier-Molinier à François Calfon. On va revenir sur le plan social chez General Electric. Le groupe américain annonce la suppression de 1000 emplois sur les 16 000 que compte la France. Et c'est le site de Belfort qui sera le plus touché. Emmanuel Macron, là encore, est en première ligne sur ce dossier. Il assure qu'il sera vigilant. Mais comment? On va en parler avec nos invités juste après les explications de Jérôme Rabier. C'est une annonce sur laquelle le gouvernement doit s'expliquer. General Electric va supprimer 1050 emplois en France, en grande majorité à Belfort, où sont fabriquées les turbines à gaz du groupe américain, qui avait racheté en 2015 une partie de l'activité du constructeur français Alstom. Accusé par Marine Le Pen notamment d'avoir dissimulé ce plan social jusqu'aux européennes, le gouvernement se défend d'avoir fait reporter l'annonce. Je vous confirme effectivement que le gouvernement n'a pas été informé par l'entreprise des annonces qui ont été faites de manière récente concernant sa restructuration. Mais les oppositions comme les salariés dénoncent un abandon de l'État. General Electric n'a jamais tenu ses promesses de créer 1000 emplois après le rachat de la branche énergie d'Alstom et a même dû verser 50 millions d'euros de pénalités au début de l'année en contrepartie. Cette somme sera utilisée pour accompagner les salariés et le territoire de Belfort pour maintenir une activité industrielle localement. Car du côté du gouvernement, on préfère insister sur la dynamique nationale qui a vu l'industrie créer près de 10 000 emplois en 2018. Mais ces derniers temps, les dossiers problématiques s'accumulent. La reprise chaotique de l'acierie d'Ascoval, la liquidation judiciaire attendue du repreneur de Whirlpool Amiens, la fermeture annoncée de Fort Blancfort en Gironde et des papeteries Arjo Wings dans la Sarthe donnent le sentiment que le gouvernement ne peut rien face à des décisions souvent prises par des groupes à capitaux étrangers. Emmanuel Macron a beau affirmer qu'il veillera à la tenue des engagements, salariés et collectivités locales concernées ne semblent plus croire aux promesses présidentielles. Et justement, on va en débattre avec nos invités dans le match des idées. Ce soir, Agnès Verdier-Molinier, bonsoir, directrice de la fondation IFRAP, auteur de En marche vers l'immobilisme. Et François Calfon, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, conseiller régional d'Île-de-France, membre du Conseil national du PS. Il y a 4 ans, Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie, dit Belfort a un avenir industriel. L'entreprise devait créer 1000 emplois. Finalement, elle en supprime 1000. Comment vous voyez cela, François Calfon ? Enfin, déjà, c'est un dossier qui vient de loin. Il y avait ce qu'on appelle un conglomérat industriel multimétier, le ferroviaire, les turbines, j'en passe, c'est des meilleurs, comme il y en a dans les autres pays. Il y a Siemens en Allemagne, il y a Mitsubishi au Japon, il y a Samsung en Corée. C'est important d'avoir ces conglomérats industriels parce que leur modèle économique, c'est de compenser les activités dont le cycle n'est pas porteur par les autres. Bon, tout cela a été parfaitement démantelé. Et à l'époque, le conseiller du président Hollande, j'ai nommé Emmanuel Macron, a tout fait pour que finalement GE emporte le morceau. Alors pourquoi GE emportait le morceau ? Il faut revenir à cela. C'est un combat de souverainisme économique des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont attaqué le PDG de l'époque d'Alstom sous couvert de pseudo-malversation en Asie. Suivant le principe de l'extraterritorialité, ils ont indiqué que Alstom, s'il voulait adresser les marchés américains, devrait payer des milliards d'euros. Et en réalité, ça n'est rien d'autre qu'un chantage au démantèlement d'Alstom, chantage qui a été suivi par le gouvernement. Et M. Montebourg, à l'époque ministre du redressement productif, qui n'a pas eu l'arbitrage, avait souhaité, on se souvient de ce décret Montebourg, qui pourrait encore être mobilisé, avait souhaité que nous gardions des industries stratégiques, notamment dans le domaine de l'énergie. On se retrouve quelques années après avec une somme de mensonges de la part de GE qui est considérable. Ils s'étaient engagés à créer 1000 emplois, ils n'en ont créé que 368.
Madame Ndiaye, je pense que pour l'instant, nous n'avons pas les éléments, nous explique qu'elle n'est parfaitement pas au courant de cela. Tiens, comme c'est un hasard, il y a eu des élections aux États-Unis. Tiens, comme c'est un hasard, il y a eu des élections européennes. On annonce ça le lundi. Finalement, nous assistons à l'histoire d'un drame annoncé, d'un échec annoncé. Alors, je termine d'une phrase toute simple. On parle de transition écologique. Que faisait Alstom en France? Dans son autre site, il faisait des turbines pour les barrages, pour l'hydroélectricité. Tout ça est parti, a été fermé, transféré aux États-Unis. Et là, ce sont des turbines pour les centrales à gaz qui sont promises à un grand avenir. Je sais, Agnès va me dire que je suis un maniaque quelque part de la nationalisation temporaire, mais il me semble complètement dingue de laisser fermer cette entreprise. On va la laisser activité. répondre, Agnès Verdier-Molinier. Non, mais là, on est face à un processus historique et on voit très très bien que finalement l'État est tout à fait impuissant en la matière. C'est vrai qu'il y a eu des tas de tractations autour d'Alstom. Il y a eu aussi l'État qui a pesé de tout son poids dans les dernières décisions et finalement... Mais vous parlez d'impuissance quand même. Oui, mais oui, parce que finalement, on voit bien que l'État est toujours en train d'essayer de choisir les repreneurs, etc., et qu'à la fin, c'est pas forcément mieux quand l'État est intervenu au maximum de ce qu'il a pu faire dans les gouvernements précédents. On l'a vu. Donc maintenant, il y avait cette promesse de 1000 emplois créés de plus. En réalité, on sait très bien que quand on reprend une entreprise, on n'a pas forcément une vision des carnets de commandes sur 5, 6, 10 années. Tout le monde n'est pas Donc pas de promesse et pas d'intervention de l'État. Tout le monde n'est pas Airbus. Non, mais le sujet, c'est plutôt de créer l'environnement pour que les entreprises industrielles puissent se développer dans notre pays. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a un problème aussi de compétitivité, un problème à un moment qui n'est pas juste la question de la qualité des produits, etc. C'est aussi la question de finalement la fiscalisation, de tout ce qu'on fait peser sur nos entreprises. Souvent, finalement, on se retrouve dans une situation où on produit plus cher. Et ce n'est pas qu'une question de coût du travail, c'est aussi une question de cascade fiscale. On l'a déjà évoqué ici autour de cette table. Qui freine. Qui freinent énormément parce que on a nos entreprises qui doivent payer toutes les taxes locales qui n'existent pas ailleurs, qui font que finalement, quand on voudrait produire en France, et alors même qu'on a plutôt des chiffres qui sont plutôt positifs, ça a été dit dans le reportage, on a depuis 2017 à peu près 9500 emplois qui ont été créés dans l'industrie. C'est une première par rapport à toutes ces années dernières où on a dans finalement l'histoire industrielle de la France, ces derniers temps, on a détruit 1 million d'emplois. Donc là, on voit qu'on recommence à créer de l'emploi, mais malgré tout, le contexte ne permet pas de réindustrialiser véritablement autant qu'on le voudrait. C'est intéressant que vous disiez cela. On peut se demander effectivement si l'industrie va si mal que cela. Quand on entend les cas d'Ascoval, de GE, de Whirlpool, le gouvernement ne cesse de répéter que non. Encore Jean-Baptiste Lemoyne ce matin sur notre antenne. Pour la première fois, Cyril Viguier, nous avons recréé des emplois industriels en France l'année dernière. Et pour la première fois, vous avez vu, nous remontons sur le podium de l'attractivité et donc des investissements internationaux qui viennent en France. Donc tout ne va pas si mal, François? Non, mais ça, c'est des éléments de langage. Donc, il y a 8 000 ans, un solde net pour une fois, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, j'insiste sur l'affaire GE et des turbines. Il faut regarder le fond de ce dossier. Le fond de ce dossier, c'est qu'il y a 7 turbines qui étaient prévues d'être construites à Belfort, bien avant l'annonce des 1000 suppressions d'emplois, et qui ont été transférées dans le site de production américain. Donc la question de l'arrivée de GE en Europe à travers le rachat de la partie énergie d'Alstom, c'est une question d'accès au marché. Et ensuite, est-ce qu'il y a eu de la part de GE, qui est une entreprise stratégique américaine et soutenue par l'État américain comme telle, par le principe de l'extraterritorialité, on l'a dit tout à l'heure, il y a du patriotisme économique américain sur des activités stratégiques. J'ai parlé des barrages, j'ai parlé des centrales à gaz, mais personne n'a oublié que c'est le chaînon manquant, les turbines, de la filière nucléaire, qui a un intérêt stratégique. Et on laisse la production, parce que ce n'est pas le carnet de commandes. Il y a bien 7 turbines qui ont été transférées sur le site américain. Et on laisse, dans la naïveté européenne, finalement partir cela. Moi, quand j'entends M. Lemoyne parler d'attractivité économique, c'est toujours la même logique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une logique souveraine sur des industries stratégiques, et puisqu'on va en parler peut-être tout à l'heure, qui a permis de construire des champions européens. Je pense à Airbus, à l'époque où la direction générale de la concurrence n'œuvrait pas pour finalement couper en tranches de saucisson les géants industriels. Eh bien, si nous n'avons plus ces champions, c'est des savoir-faire qui partent et qui ne reviendront jamais. Or, je constate,
Moi, j'ai maintenant 51 ans. Quand j'étais enfant, on m'expliquait qu'il y avait un constructeur enfant. Je m'en souviens quand j'écoutais les débats économiques, qu'il y avait un constructeur automobile de trop en France. Eh bien, PSA et Renault sont encore en vie. Donc, si on doit écouter les oracles du libéralisme, dont la seule vocation industrielle est de nous expliquer qu'il faut attendre, comme le Messie, les investissements directs étrangers, c'est une forme de naïveté économique qui est tout à fait préjudiciable. Alors, la naïveté, c'est un bien grand mot, parce qu'en réalité, l'idée, c'est d'attirer des investisseurs avec un contexte qui est favorable. Aujourd'hui, les investisseurs étrangers ne viennent pas beaucoup plus en France que précédemment. En réalité, c'est vrai que le gouvernement a tendance à un peu enjoliver les chiffres et à un peu gonfler les statistiques. La vérité, c'est qu'on se retrouve dans des situations où il y a de l'industrie automobile, des sous-traitants automobiles aussi qui se retrouvent dans des contextes difficiles, avec des chaînes de production qui finalement sont chères, avec des chaînes de production qui sont faites aussi parfois, comme c'est le cas à Blanquefort ou à Rodez, pour équiper des voitures essence et diesel, mais en même temps, on dit dans la loi énergie-climat qu'on va plus avoir de moteurs, de véhicules thermiques à partir de 2040. Alors, comment on peut dire d'un côté... Ça, c'est un autre problème, et vous avez raison. Mais non, mais c'est aussi dans les plans de licenciement. Ceci étant, ne soyons pas naïfs sur la main invisible du marché. C'est aussi des décisions politiques, et on l'a vu l'autre jour sur Ascoval aussi, l'amende qui est faite, qui est payé par British Steel sur finalement le côté polluant de l'industrie, en l'occurrence sur l'acier, et qui fait que finalement l'entreprise se retrouve en faillite. Donc la question aussi, c'est est-ce qu'on est prêt pour la transition énergétique dont on nous parle? Est-ce que ce que nous produisons sur notre sol est aussi peu carboné que ce que nous croyons en termes d'industrie? Est-ce que quand on va dire il va falloir faire du photovoltaïque et de l'éolien, etc., le photovoltaïque, on sait très bien qui produit le photovoltaïque? Qui produit l'éolien? Si c'est pour que ce soit produit en Chine, c'est pas forcément plus intéressant pour la France et pour l'Europe. Donc la question qu'il faut se poser, c'est d'abord qu'est-ce qu'on veut produire dans l'industrie dans les prochaines années, notamment tout ce qui est question énergétique. Et là, vous voyez bien que toute la litanie qu'on évoque, c'est beaucoup... Oui, mais enfin, en même temps, vous accepterez de penser avec moi je suis d'accord avec vous. Et finalement, d'énergie polluante. Vous savez très bien que les New Ener, les nouvelles énergies sont des énergies qui sont finalement liées à la météo et aux aléas climatiques. Les seules énergies décarbonées qui ne sont pas liées à la météo, moins indexées à la météo, c'est pourquoi pas les centrales nucléaires, je sais, je dis un gros mot, et pourquoi pas l'hydroélectricité qui représente 20%. Oui, alors, attention François. Alors si on se coupe, puisque vous venez de dire une chose et son contraire sur J. Si vous dites c'est très grave, on fait du photovoltaïque, et je partage à 100% ce que vous dites. Je dis attention, on est en train de donner des orientations qui vont détruire de l'emploi chez nous. Mais je suis d'accord, en créant des autoroutes pour la Chine, et de l'autre côté, on a un savoir-faire qui est issu de la volonté du général de Gaulle sur l'ensemble de la filière énergie et nucléaire, et on le supprime. Eh bien, c'est un intérêt stratégique. Alors, je voudrais qu'on avance un peu, pardonnez-moi. Jamais la Chine ou les États-Unis ne l'auraient laissé. La loi climat-énergie qui va être discutée, elle veut aussi qu'on arrive à 50% de nucléaire à l'horizon. Maintenant, c'est repoussé, c'est plutôt 2035. Mais là aussi, ce sont des choix stratégiques qui vont à un moment détruire de l'emploi. Est-ce qu'on le dit aux Français? Est-ce qu'on explique aux Français? Et là, c'est dit sur ce plateau. Preuve que l'industrie française peut être une réussite. C'est le cas d'Airbus dont vous parliez, François Calfon, qui fête ses 50 ans aujourd'hui. Il y a eu un petit meeting aérien dans le ciel toulousain ce midi. Les 6 appareils de la famille Airbus accompagnés de la patrouille de France, même si la météo a un peu gâché la fête et qu'ils ont volé plus haut que prévu. Le constructeur est né le 29 mai 69. Une cérémonie avait été organisée le jour de l'ouverture du salon aéronautique du Bourget, quelques semaines après le feu vert politique du général de Gaulle et du chancelier Adenauer. Est-ce que c'est l'anniversaire d'un succès industriel français, mais surtout européen? Est-ce que ça veut dire que pour que l'Europe s'en sorte, il faut qu'elle soit surtout européenne? Non, mais alors attendez, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est d'abord un grand succès, et bravo à la filière aéronautique française. Je vais même d'ailleurs dire que c'est pas seulement Airbus, c'est les équipementiers. Je salue une entreprise, Safran, qui aujourd'hui, du fait des difficultés de Boeing, équipe quasiment 80% des monocouloirs dans le monde, y compris Boeing. Donc c'est un grand succès. Est-ce que dans l'Europe d'aujourd'hui, Airbus serait possible? La réponse est clairement non. Puisque vous ne pouvez pas fusionner une entreprise allemande dans les télécoms, Deutsche Telekom et Orange, parce que vous avez la DG Concurrence assise dans sa morgue idéologique qui vous y dirait que c'est une entrave à la concurrence libre et faussée. Vous ne pourriez pas faire Airbus aujourd'hui. Et ce qu'il faut faire, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas être simplement finalement européen et critique, ce qu'il faudrait faire, c'est pouvoir construire les Airbus dans différents domaines. Regardez ce qui s'est passé. On nous a parlé d'un Airbus
Airbus des transports ferroviaires. Avec la fusion Alstom-Siemens, CQFD, c'est une preuve qui a été fournie. La DG Concurrence, dans sa morgue, a dit « Ah non, mais attention, il va y avoir un abus de position dominante en Europe sur le ferroviaire. » Donc vous voyez bien, c'est ça la difficulté. Non, mais sur ce sujet, évidemment, Airbus, c'est formidable, c'est une grande réussite. C'est l'aéronautique. En fait, là, on vend des produits très chers. C'est le top du top, c'est du luxe en réalité. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. On est positionné sur un produit qui très haut de gamme. Mais très, très haut de gamme. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le modèle social français tel qu'on l'a, et même le modèle social européen en règle générale, il permet finalement de fonctionner quand on vend très cher et qu'on arrive à avoir finalement... Et la technologie de haut niveau aussi. Mais voilà, de très haut niveau. Avec. Mais, et il y a eu 12 000 avions qui ont été vendus, il y a des carnets de commandes extraordinairement remplis, on voit que ça fonctionne très bien. Tout le bassin toulousain, par exemple, est complètement irrigué par Vous devriez dire ça. francilien également, j'y tiens. La première région aéronautique française, c'est l'Île-de-France. Beaucoup Toulousains, on le sait dans le sud-ouest. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de très fort. Et c'est vrai ce qu'a dit François, c'est que la DG Concurrence, elle lit les textes et elle applique les textes qu'elle a appliqués. Et en réalité, le politique, à un moment, il faut qu'il reprenne aussi la main pour se dire, oui, le développement, par exemple, sur le ferroviaire, il se fait plus dans les pays qui sont déjà super industrialisés. Il va se faire nos concurrents sont coréens, chinois, sur d'autres continents pour développer en Afrique ou ailleurs des transports ferroviaires. Et là, finalement, nos champions nationaux, qui devraient être parfois européens, vont se retrouver face à des Chinois notamment. Donc, là, il y a des vrais enjeux. C'est vrai que c'est formidable de saluer Airbus. Il faut aussi dire que... oui, allez, il nous reste très peu de temps. Il y a aussi une question de pollution. Il y a aussi une taxation du kérosène qui a été largement évoquée. Non, mais est-ce qu'on peut aussi dire que tout le temps, à chaque fois qu'on évoque un sujet, on est toujours dans une proposition de nouvelles taxes. Et ça, c'est très négatif. C'est un autre sujet. Justement, une autre info éco que je voudrais voir avec vous ce soir, c'est ce renforcement de la lutte contre la fraude à la TVA. D'après les chiffres de la Commission européenne, le manque à gagner sur la TVA serait de 20 milliards d'euros pour la France. Dans les Échos, Gérald Darmanin nous dit « Ce sont à la fois de nombreuses petites fraudes qui finissent par représenter de gros montants et des masses importantes derrière lesquelles on trouve de grandes organisations. » Le ministre des Comptes publics, qui l'a expliqué tout à l'heure au Sénat, il expliquait comment il comptait s'y prendre. Je proposerai dès l'année prochaine la mise en place, me semble-t-il, de la facturation électronique, ce que fait déjà l'État, pouvoir repérer d'un seul coup d'œil, si je veux dire, ou d'un seul clic, ce que parfois des agents mettent des mois à mettre en place, et parfois qui échappent singulièrement aux contrôles fiscaux. Puis nous ferons des amendes très importantes pour ceux qui ne respectent pas le jeu des plateformes européennes ou françaises. Agnès Verdier-Molinier, s'attaquer à la fraude à la TVA. C'est très bien. De toute façon, c'est la fraude qui est la plus organisée. C'est celle qui coûte le plus cher à la France. C'est là qu'on peut trouver et qu'on peut mieux performer. Parce que par rapport à nos partenaires européens, on est en retard. Ils arrivent à mieux récupérer la fraude à la TVA. Pourquoi ? Parce qu'ils font plus de big data, c'est-à-dire la recherche dans les données, notamment avec des entreprises privées qui les aident pour, par exemple, les Britanniques, qui sont tout le temps en train de rechercher les fraudeurs en question, tandis que nous, on est très en retard. C'est pour ça qu'on a ces 20 milliards identifiés par la Commission européenne. C'est pour ça aussi que c'est très bien d'aller dans cette direction. Après, la question, c'est quels vont être les moyens mis à disposition. Est-ce que, comme d'habitude, Bercy va vouloir développer ses propres modèles outils qui, en général, sont moins bien que ceux qu'ont nos partenaires européens. On espère qu'ils iront chercher le top du top pour arriver, justement, à déterminer qui sont les fraudeurs, mais carousel, c'est-à-dire ceux qui vraiment décident de frauder. Ce n'est pas des petits fraudeurs dont on parle. Oui, les gros poissons. Ce sont des organisations qui ont justement décidé de faire de la TVA finalement un peu leur business, quoi. Écoutez, il y a plein de gens qui disent on va trouver de l'argent pour tout faire à travers les 70 milliards d'euros de la fraude fiscale. Là, la fraude fiscale est devant nous, elle est identifiée, c'est 20 milliards d'euros finalement connus, identifiés par la Commission européenne. Il faut le faire. Je remarquerai, puisque nous n'avons plus le temps, que c'est toujours un peu les mêmes. C'est-à-dire que vous prenez une entreprise qui commence par un A, termine par un N avec un Z au milieu. Ces gens-là ne payent pas d'impôt sur les sociétés par l'optimisation fiscale. Et on s'aperçoit, c'est quand même dans les 20 milliards, beaucoup ces plateformes. Mais il y a une lutte contre les GAFA au niveau européen. En réalité, dans les 20 milliards, une grande partie est constituée par les plateformes qui ne recouvrent pas la TVA ou même qui la font payer aux utilisateurs mais qui ne la reversent pas. Moi, je ne fais que prendre les propos du ministre. Eh bien, il faut agir et pour le coup, je n'irai pas critiquer le gouvernement d'Emmanuel Macron
ou le ministre du Budget quand il fait ce travail de recouvrement, ce qui est quand même la base. Parce que le petit commerçant du quartier, qui est le concurrent d'Amazon, lui, il paye l'IS et la TVA. Ça, je peux vous garantir que s'il est en retard, il y a son contrôleur d'impôt qui, lui, ne va pas l'oublier. En quelques secondes. Mais il y avait un seuil de 22 € qui existait, qui va sauter. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Après, il ne faut pas se leurrer. On ne va pas récupérer 20 milliards du jour au lendemain. Il y a toujours une marge d'erreur. Mais 3-4, c'est pas mal. À chaque fois qu'on évoque ce genre de sujet, on a l'impression qu'on peut obtenir monts et merveilles comme ça en claquant des doigts. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Effectivement, 10% de 20 milliards, c'est 2 milliards. Déjà 2, 3 ou 4 milliards d'euros récupérés sur cette fraude-là. Ce sera pas mal. Surtout que les 20 milliards, on ne sait pas trop comment ils les ont évalués. Ça peut financer, par exemple... Oui, on sait. Allez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. On va plus loin. Continue. Place au grand débat. #OVPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. Après s'être arrêté sur la gueule de bois de la droite au lendemain des européennes, on va s'arrêter sur la gauche dans tous ses états. Le dernier scrutin a fait d'autres victimes. On a beaucoup parlé du cas Wauquiez chez LR, mais un autre leadership pose question. C'est celui de Jean-Luc Mélenchon au sein de la France Insoumise. Il faut dire que le score du parti a été divisé par 3 en 2 ans. Avant d'en parler, on fait le point avec Quentin Calmet. 600 000 voix, c'est ce qui lui avait manqué pour se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle. En 2017, Jean-Luc Mélenchon a rassemblé plus de 7 millions d'électeurs, mais dimanche dernier, il n'était plus que 1 400 000 à voter pour la France Insoumise. Un parti qui termine ainsi à la 5e place avec 6,31% des suffrages. Un revers électoral qui interroge en interne sur la ligne politique à suivre. Première à critiquer la stratégie du parti, Clémentine Autain. Ma conviction, c'est que nous gagnons quand nous sommes du côté de l'espérance et pas quand nous sommes du côté du ressentiment ou de la haine. Ça, c'est pour le profil politique. Et par ailleurs, sans doute, avons-nous pris trop de distance avec un discours cohérent de gauche. Clémentine Autain, mal à l'aise avec certains discours dégagistes de son chef de file, le signe d'une ligne de fracture au sein de la France insoumise entre gauche radicale traditionnelle et discours plus populiste et souverainiste, un clivage que rejette Éric Coquerel. Certains, dont Clémentine, disent en gros la ligne a été trop populiste, trop dégagiste, pour aller vite. Ouais. Et puis d'autres disent la ligne n'a pas été assez populiste et assez dégagiste. Alors, vous voyez... Des députés qui refusent l'idée d'une crise au sein du parti, mais qui reconnaissent que certaines images, comme celle de la perquisition au siège de la France Insoumise, ont pu jouer en leur défaveur. Et avec nous pour le grand débat d'On va plus loin ce soir, David Assouline, bonsoir, sénateur PS de Paris, vice-président du Sénat. Guillaume Gontard, bonsoir, sénateur de l'Isère, rattaché au groupe communiste républicain, citoyen et écologiste. Bonsoir. Laurent Geoffrin, bonsoir, bienvenue, bonsoir. Directeur de la publication de Libération. Et Catherine Tricot, bonsoir, bienvenue, bonsoir. Directrice de la rédaction de la revue Regard. Celle qui jette un pavé dans la marche chez LFI, c'est Clémentine Autain. Et Raquel Garrido lui répond dans votre revue, justement, dans la revue Regard, je voudrais qu'on y revienne avec vous. Elle nous dit ce que fait Clémentine Autain est déloyale, mais comme elle ouvre la discussion, discutons. Est-ce que comme chez LR, Catherine Tricot, on est en train chez LFI de se poser la question du leadership très sérieusement ? Écoutez, ce que je pense, c'est que déjà, pour ce qui concerne Clémentine Autain et Raquel Garrido, ce qu'elles aimeraient, c'est qu'on puisse discuter. C'est pas tout à fait gagné. On a le sentiment qu'on est plutôt en train de vouloir dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose, que finalement, c'est des considérations internationales qui ont été défavorables et bon contraire. Je pense que Clémentine Autain exprime un point de vue très critique sur la ligne depuis 2017. Donc en disant qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon ne poursuit pas la ligne de rassemblement intelligente et humaniste qu'il avait eue et que depuis, il s'est mis sur une orientation populiste. Raquel Garrido considère que Mélenchon ne va pas assez loin, ce qui ne veut pas dire que la balle est au centre. Contrairement à ce que dit Éric Coquerel, c'est quelqu'un c'est un matois, quoi. Je veux dire, il a du métier, on va dire, et il essaye de se placer au centre entre une critique qui serait pas assez populiste et une critique qui serait trop populiste. Je crois quand même que la France Insoumise, comme vous l'avez dit, a perdu... en fait, score divisé par 3 en 2 ans. Score divisé par 3, mais en nombre de... Enfin, il y a seulement un électeur sur 5 qui avait voté Jean-Luc Mélenchon qui a revoter Jean-Luc Mélenchon. Il y a des vrais déçus. Voilà, c'est-à-dire qu'on est quand même une grosse perte en ligne. Laurent Geoffrin, il y a un problème Mélenchon chez LFI, mais j'allais dire un problème Mélenchon pour toute la gauche, qui peut être même un empêcheur de rassemblement. Il y a moins de problèmes maintenant, parce que c'était un gros problème quand il était devant les autres, parce que c'était difficile de se rassembler autour de lui. Et comme il est plus bas, ça peut faciliter les discussions. Mais il faut quand même remarquer que ce recul de la gauche radicale est général en Europe, partout.
Et, enfin, presque partout. Et c'est spectaculaire en Espagne. Donc on a l'impression, hypothèse pour l'instant, que la ligne dégagiste et anti-européenne, ou très 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 critique à l'égard de l'Union européenne, a baissé. Quoi. Ils sont tombés, ils font 5% de l'électorat européen, c'est pas beaucoup. Alors qu'ils ont occupé le tapis pendant une dizaine d'années. Souvent sur des thèmes qui étaient justes d'ailleurs, avec des méthodes qui étaient efficaces. Mais il semblerait que le dégagisme et le populisme marquent le pas. Alors, la gauche savonne-t-elle la planche des Insoumis? C'est l'avis de Raquel Garrido, toujours dans cette interview à Regard. David Assouline, voilà ce que dit Raquel Garrido. On a été victime d'une gauche bobo parisienne qui n'arrête pas de vouloir corneriser la France insoumise. LFI victime d'une gauche bobo parisienne. Qu'est-ce que ça vous inspire? Non, de toute façon, je commande peu Raquel Garrido, parce que je ne pense pas que c'est une grande théoricienne de la gauche. Et si on doit parler de bobo... elle qui passe de plateau en plateau et ne vit que par le buzz, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que quelque chose devient possible. En 2017, le Parti socialiste est à 6%, lui qui structurait la gauche. Beaucoup avaient voté Emmanuel Macron, beaucoup avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon. Si Jean-Luc Mélenchon avait occupé le terrain de la gauche traditionnelle, qui transforme les choses... pourquoi pas? Et si Macron avait occupé le centre-gauche, qui existait aussi au Parti socialiste, je pense qu'il n'y avait plus d'avenir au Parti socialiste et à sa structure partidaire. À partir du moment où l'un a fait du populisme qui n'avait plus rien à voir avec la gauche démocratique dans ses traditions démocratiques et internationalistes, et que l'autre a remplacé la droite, il n'y a pas de centre-gauche là, dans ce que fait Emmanuel Macron, un espace s'est libéré. Il a été occupé. Les trois qui soutenaient un même candidat en 2017, qui avait fait 6%, ont fait 23,5%. Là, ces trois forces qui soutenaient le même candidat. 23,5%, peut-être qu'on était en tête s'ils avaient su s'unir. Donc, le pôle existe, l'espace politique existe. Il faut absolument maintenant lui donner un contenu, une unité. Pas une uniformité, parce qu'on voit bien qu'il y a des nuances. Mais au PS, à l'époque, quand il structurait, il n'était pas du tout homogène. Il représentait tout ce qui existait dans le peuple de gauche. Eh bien, on peut faire ça. Et j'espère que Yannick Jadot va comprendre que si, dans cette tripolarisation qui va exister, on structure cette gauche démocratique, au moins on la fait aller ensemble dans les batailles électorales, qu'elles soient municipales ou plus tard plus nationales, eh bien, on peut redonner des couleurs à la gauche et réenchanter les jeunes et tous ceux qui attendent ça. Guillaume Gontard. C'est évident. Ce qu'on a constaté, c'est 5 listes. Je ne sais même pas comment nos concitoyens et les électeurs s'y sont retrouvés. 5 listes qui disaient à peu près quand même la même chose, avec quelques nuances, mais qui étaient vraiment sur la même ligne à 90-95%. Et donc voilà, la liste de Yannick Jadot, parce qu'il y avait cette soif de travailler sur l'environnement, cette urgence climatique, les jeunes qui sont dans la rue quand même tous les vendredis, la question sociale aussi avec les Gilets jaunes, et donc il y avait cette attente. Les électeurs se sont portés directement sur Yannick Jadot, donc il y a une responsabilité d'Europe Écologie Les Verts en étant en tête. Mais je pense qu'il ne faut pas refaire les mêmes erreurs, les erreurs qu'on a déjà commises et je dirais à chaque fois qu'un parti est en tête, avec ce risque d'être un peu hégémonique et puis de dire tout le monde derrière moi. Moi, je pense qu'il faut repartir de la base. On parle souvent de problèmes d'ego. Je pense que ce n'est pas forcément un problème d'ego, c'est un problème peut-être d'appareil. Il faut repartir peut-être des territoires. On a les élections municipales. Moi, j'y crois beaucoup. Parce que dans les territoires, et moi, je suis bien placé, c'est l'appel de Gérard Larcher pour la droite. Je suis élu d'une liste avec le Parti communiste, Europe Écologie, Génération, des citoyens. Moi, je suis non encarté. Et on arrive à travailler, on se rassemble. Moi, j'ai un comité sénatorial qui comporte toutes ces nuances-là. Et avec toutes ces nuances-là, on arrive à travailler quand on travaille sur des projets, quand on se met d'accord sur des projets. Et donc, je pense qu'il faut repartir de ça et faire remonter
remonter les choses et voir ce qui se passe dans les territoires. Et les élections municipales, pour moi, sont déjà la bonne perspective. Alors, les voix perdues par la France Insoumise et celles perdues par la gauche dans son ensemble sont-elles en train de se tourner vers Europe Écologie Les Verts? Avant de vous demander votre avis, je voudrais vous lire un court passage de l'édito de Françoise Fressos dans Le Monde. Voilà ce qu'elle dit. L'écologiste Yannick Jadot est pour le PS ce que Marine Le Pen est pour LR. Une force d'attraction qui menace l'existence même des deux partis de gouvernement qui avaient bipolarisé le fonctionnement de la République, la Ve République. Alors, Yannick Jadot va-t-il tuer, malgré lui, la gauche traditionnelle? En tout cas, ne lui parlez surtout pas d'alliance. Écoutez. Est-ce que vous pensez que tous les jeunes qui nous ont rejoints dans cette élection, ils ont envie qu'on recompose la gauche plurielle de 1997? Évidemment pas. C'est pas des coalitions de partis qui vont nous permettre de construire une alternative. Il faut un grand projet pour, évidemment, les municipales, les régionales et pour 2022. Mais pour ça, il faut rassembler les acteurs de la société, ceux qui agissent, et pas se mettre autour d'une table entre partis politiques du XXe siècle pour se dire, allez, comment on se partage le gâteau? Laurent Geoffrin, c'est la force de Yannick Jadot, ça, de vouloir sortir de la politique politicienne, et c'est ça aussi qui séduit peut-être cet électorat de gauche un peu orphelin? Oui, mais quand j'entends que les Verts sortent de la politique politicienne, permettez-moi de sourire. Enfin, en tout cas, ce n'est pas leur pratique passée. Ce qu'ils ont fait jusqu'à présent ne plaide pas pour cette hypothèse. Alors peut-être que maintenant, ils sont hors sol et hors toute considération. Peut-être la nouvelle stratégie de Yannick Jadot. La tactique, ça ne les intéresse plus, qu'il n'y a plus de tendance, qu'il n'y a plus de compétition d'ego dans ce parti, c'est possible, mais ça serait un grand changement. Et il y a plusieurs problèmes, parce que vous disiez tout à l'heure, il y avait 5 fractions, enfin 5 courants Force de gauche, qui disaient la même chose, mais pas du tout. Mélenchon, il disait pas du tout la même chose que les autres. Les autres sont pro-européens, lui, il est anti. Donc la question européenne, je suis d'accord. Ça fait une grosse différence quand même. Les élections européennes, ça compte. Et puis même pour la politique qui va venir, si on est si on est pour sortir des traités européens, ça veut dire des choses sur la politique qu'on mène. C'est une politique radicalement différente de ceux qui ne veulent pas sortir des traités. Forcément, autrement on ne sortirait pas. Catherine Tricot. Oui, moi, il me semble quand même que se dire tous écologistes ne règle pas tous les problèmes. C'est-à-dire qu'il y a quand même un débat qui va s'ouvrir, même sur la manière, finalement, de conduire cette transformation profonde du social et de la société, et qu'il y a plusieurs options qui vont être sur la table. Oui, si on rentre dans l'appareil politique, mais en attendant, il capte un électorat de gauche. Non, mais très certainement. D'abord, il capte 13,5%, donc il faut quand même... Enfin, je veux dire, la gauche, il faut que ce soit... C'est un peu plus que ça. Et ce que je remarque, c'est que la France Insoumise, qui avait quand même fait un très bon résultat aussi sur la base d'un discours très écologiste, l'a un peu abandonné. C'est-à-dire que quand même pendant la campagne européenne, je ne sais pas s'ils ont tellement... Ils ont un peu dit qu'ils voulaient sortir des traités, mais ils ont surtout parlé... Ouais, ils ont surtout dit ça. Oui, mais ils n'ont pas dit grand-chose. Sur l'Europe, j'entends. Ah oui, sur l'Europe, mais voilà. Ouais, mais ils n'ont pas dit énormément européenne. de choses. Ils ont surtout voulu s'appuyer sur la colère sociale. Et à mon avis, le pari de s'appuyer simplement sur de la colère n'est pas suffisant. Pour une formation politique de gauche, il faut forcément avoir une proposition qui suscite de l'espérance, de la mobilisation. Et c'est pas tout à fait ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas été au rendez-vous. Ils ont perdu sur l'écologie, ce qui est quand même incroyable. C'était un de leurs points forts. Et ils ont reculé sur ce point. David Assouline. Oui, le problème, c'est que Yannick Jadot, que je connais très bien, joue une partition un peu électoraliste. C'est-à-dire, il dit en gros, on va faire un mouvement écologiste. C'est ni de gauche ni de droite. Sans étiquette politique, sans idéologie. C'est sa volonté. Ouais, sauf qu'il ne pense pas qu'il va faire plus de 50%. Donc, comme ceux qui l'ont dit avant lui, il y a eu Wachter, il y en a eu d'autres, il devra à un moment donné se positionner avec qui il va mener ces transformations écologistes, dans un gouvernement ou dans une ville, s'il s'agit des municipales. S'il renvoie dos à dos la gauche pour le faire et la droite, je sais où il penchera, pas à gauche. Mais comme je sais qu'il est de gauche, il sera confronté à ce problème et donc au problème de l'alliance, de l'unité, du partage de valeurs. Donc là, il fait comme donc, s'il pouvait évacuer ces histoires d'alliance. Alors il peut jouer à ça encore un moment, mais à un moment, on arrive devant des élections et c'est un peu bête de perdre du temps et donc de ne pas faire les choses en profondeur. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que nous, socialistes, on est dans une mutation profonde du projet. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire, justement, à l'inverse de ce qu'il raconte Jadot. La gauche plurielle, c'était le sous-traitement de thématiques à des forces. Les socialistes,
Tu avais les écologistes qui faisaient de l'écologie, tu avais les radicaux qui devaient faire la laïcité de la République, et puis etc. Donc ça, c'est pas possible. Nous, on est en train de travailler un logiciel que, pour moi, qui a grandi autrement, c'est une transformation, mais j'y adhère. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre et de le fabriquer. C'est la social-écologie. Il n'y aura plus de socialisme ou de social sans écologie, mais aussi inversement. C'est l'interpellation vis-à-vis de Yannick Jadot. Il n'y aura pas d'écologie sans politique sociale imbriquée, pas à côté. Donc on est en train de refaire ça. Si on fait ça, il dit l'écologie sera la matrice de base, dont découleront des... C'est qu'un début du discours. Mais donc, ce que je veux dire en conclusion sur sa façon de dire, personne ne veut de la gauche plurielle. Personne. On est dans une autre perspective avec des nouvelles générations qui ne savent même pas ce que c'est. Donc, c'est une façon de dire, moi, je suis le nouveau monde aussi, quoi. Un peu, parce que il a grandi complètement, il s'est formé dans le XXe siècle, lui. Donc, il faut arrêter. Ça, c'est de la com. Il faut être sur le fond. Il faut qu'on s'unisse. À partir des territoires, c'est bien. Que Yannick Jadot n'assume pas le mot gauche, voilà. Mais quand on se bat pour la justice sociale, quand on se bat justement pour l'environnement, pour la répartition des richesses, on est forcément de gauche. Donc je pense qu'il n'y a pas de... Voilà, on peut jouer sur les mots, mais regardez, de toute façon, Jean-Luc Mélenchon a fait la même chose. Tout le monde savait qu'il était de gauche. Mais il a dit, on va enlever ce truc parce que c'est pas à la mode en ce moment. Je dirais peu importe. Et c'est pour ça que... Mais peu importe. À partir du moment où on travaillera sur un projet et que ce projet sera profondément... Enfin, la vraie question de la répartition des richesses, il me semble que c'est quand même un petit sujet de gauche, bien sûr, et il me semble qu'il est central dans le projet qu'on doit mener. Oui. La question environnementale, qui est liée aussi à la question du libéralisme et d'ultralibéralisme qui est menée par Emmanuel Macron. C'est une question centrale. Tout ça, c'est des sujets sur lesquels on est d'accord. La question de l'accueil des migrants, de la question sociale, de notre politique de l'accueil, il me semble que c'est une question aussi centrale. Il me semble que tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut se regrouper. Quand vous dites on, c'est qui? Les écologistes et le PS? Mais c'est tous ceux qui le souhaitent. Moi, je pense qu'il faut faire des états généraux de la gauche, de travailler sur un réel projet, et je dirais, qui même me suivent, mais en tout cas... Avec Europe Écologie Les Verts de Yannick Jadot. Mais bien sûr que la place des Verts, elle reste de toute façon centrale. Mais quand je parlais aussi de repartir des territoires, parce que toutes ces choses-là, toutes ces thématiques que j'ai dit, la ville de Grenoble avec Eric Piolle que je connais un petit peu, c'est ce qui se passe, c'est ce qui est en train de se construire, enfin c'est ce qui se construit et ça fonctionne. Et ça fonctionne quand on voit ce qui se met en place. Hier, on parlait de cantines, quand on va arriver à 100% de bio dans les cantines, quand on voit l'accélération de l'usage des vélos, la transformation qui est en train de se passer, elle se fait de manière Catherine Tricot et Laurent Geoffrin. avec l'ensemble de ces acteurs de la gauche. D'une certaine manière, Laurent Geoffrin, vous aviez raison en disant que quand même il était un peu politicien, même en ramenant tout de suite le débat sur la question des alliances. C'est aussi parce qu'on lui pose la question. Hein. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, ça ne peut pas être. Je veux dire, quand on a l'ambition de porter une alternative au duopole Macron-Le Pen, ce qui est en fait, en gros, ce qui anime la gauche, c'est toutes les forces de gauche et tous les militants de la gauche, d'une certaine manière, sont devant cette question. On ne peut pas commencer à se poser la question du mécano politique. Il faut d'abord se poser la question de comment on construit une réponse qui soit en effet écologique, mais en effet qui place la question d'égalité, la question des libertés qui sont extrêmement malmenées avec les nouveaux enjeux contemporains autour d'Internet, etc. C'est-à-dire que ça ne peut pas être l'entrée autour de je ne sais quelle alliance entre des forces du XXe siècle, dont d'ailleurs Europe Écologie Les Verts en faisait partie, et puis d'autres ont émergé, je ne sais pas moi, France Insoumise, on ne peut pas dire que c'était une force du XXe siècle. Ouais. Donc c'est des critères un peu absurdes et c'est de l'enfumage. C'est même de la politique politicienne. Oui, il fait absolument. Il y a une autre difficulté, je crois, c'est que Yannick Jadot dit voilà, c'est l'écologie maintenant. Mais laquelle? Parce qu'il y a quand même plusieurs. Il y a des écologistes, par exemple, qui sont décroissants. Je pense qu'il faut faire décroître. Alors, c'est compliqué à expliquer, mais ils sont décroissants. Je pense qu'il faut revenir à un mode de vie beaucoup plus simple, communautaire, plus austère, etc. Enfin, austère, diront les adversaires. Mais c'est ça, c'est ce qu'il veut, Jadot. Ou alors il est plutôt pour la croissance verte, comme on dit, c'est-à-dire pour utiliser des techniques et continuer à produire plus, mais différemment, c'est une chose. Est-ce qu'il est pour l'arrêt immédiat du nucléaire? Il y a des écologistes qui sont pour le maintien du nucléaire.
Parce que comme ça ne produit pas de gaz carbonique, c'est très commode. Il y a M. Jean Covici, par exemple, il est pour le maintien du nucléaire. Alors, ça fait beaucoup d'ambiguïté, ça. Et par ailleurs, on voit bien qu'il y a des ambiguïtés politiques aussi, puisque les écologistes, il n'y en a pas que chez les Verts. Moi, je connais Pascal Canfin, il est très écolo, hein, on ne peut pas dire. Il est chez Macron. Et Daniel Cohn-Bendit, il a quand même une longue... période de militantisme écolo, il est chez Macron. Je termine. Est-ce que Jadot pense que les alliances, c'est la gauche au sens large, les progressistes, etc. Ou est-ce qu'on travaille aussi avec d'autres ? Après tout, de son point de vue, il peut très bien raisonner comme les écologistes allemands. Nous, on a des revendications écologiques. Si on les fait avec la CDU, c'est pas grave, on le fait. Alors, une manière d'être constructif. Moi, je connais un autre écologiste bien connu, Nicolas Hulot, qui était avec Emmanuel Macron. On voit le résultat et on voit le constat qu'il a fait. Il a essayé. Donc, à un moment donné, il faut juste s'apercevoir que c'est pas compatible. La question de la croissance, je pense pour moi, c'est plus un problème. C'est que si on continue sur un rythme tel qu'il est et sur un système économique basé entièrement et uniquement sur la croissance, on va dans le mur. On a déjà bouffé la moitié de ce que nous offre la planète. Donc c'est ça ne peut. C'est ça faire de la politique justement. Mais on peut pas en tout cas contourner le problème. Je vais vous laisser poursuivre la discussion. Juste, les Verts de Yannick Jadot, on l'a compris, ont pris une dimension nouvelle après ces européennes. Faiseurs de roi, disent déjà certains, à un an des municipales. Ils sont en tout cas très courtisés. Sans tendre la main ouvertement à Europe Écologie Les Verts, Olivier Faure a fait quelques appels du pied au troisième de cette élection. Écoutez, le premier secrétaire était l'invité de Public Sénat hier matin et il revenait sur le choix Glucksmann. Écoutez. Il faut réinventer aujourd'hui l'ensemble de la gauche et de l'écologie. Il faut maintenant arriver à fusionner ces identités qui se sont longtemps opposées. Moi, je suis le patron d'un parti qui a une histoire qui est une histoire productiviste. Nous étions le parti du salariat. Il faut maintenant que nous soyons à la fois le parti en fait des conditions de vie au travail et celui des modes de vie. Il parle de fusion, Olivier Faure, David Assouline. Fusionner les identités. Fusionner l'identité écolo et l'identité PS. Ah, c'est pas ça qu'il a dit. C'est un peu dans le sens de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a plus de transformation sociale possible sans intégrer à tous les niveaux et en profondeur et dans le logiciel même de notre pensée la question écologique. Vous comprenez, à la rigueur, faisons-le simple. Quand on se bat pour 100 € d'augmentation de salaire, c'est social. Mais si on doit mourir dans 15 ans parce qu'on ne peut plus respirer, c'est quoi qui est devant ? C'est quoi qui... Le citoyen vous dirait on n'a pas envie de choisir, on veut les deux. Voilà. Donc on ne peut plus penser même en termes d'urgence. Parce qu'avant, on mettait l'écologie comme une perspective, mais ce n'était pas pour vivre tout de suite, quoi. Là, maintenant, pour les générations qui arrivent, c'est une question immédiate. C'est pour ça que ce sont eux, et c'est mon espoir, parce que franchement, dans ma génération, y compris des responsables politiques, ils gèrent ça comme on gère tout, c'est-à-dire voilà, doucement, alors qu'il faut vraiment maintenant, il faut y aller fort. Et sur la question, moi je suis d'accord avec vous, c'est pas la peine de Grenoble. Il y a Paris, c'est une grande ville quand même. Hein, et c'est les Verts, c'est Génération, c'est le PC. On travaille tous ensemble et on va être tous ensemble encore demain. Et il y a d'autres. Mais il y a plein d'autres exemples. C'est pour ça que ça fonctionne déjà sur l'ensemble des territoires. Donc, je pense que ça va être un peu plus naturel de le faire localement et difficile ensuite d'expliquer qu'il faut que les écologistes soient hors alliance. Parce que l'Allemagne, c'est possible parce que le système politique est différent. C'est un système de coalition. Donc les Verts peuvent très bien faire ça, même s'ils ont surtout gouverné avec le SPD. Mais en tous les cas, c'est la structure même de leur façon. Qui rend possible cela. Nous, c'est pas possible. Ouais. Nous, il faut au moins, alors on disait c'est 50-50 parce que c'était bipolaire, tripolaire, il faut être le plus gros tiers. Et malheureusement, avec un tiers, on rafle tout, même au municipal, mais il faut au moins être un gros tiers. Or, il n'y a pas de perspective à court terme, en tous les cas, pour que l'écologie toute seule, sans aucune alliance avec aucune autre force, soit là. Et je pense qu'on ne peut pas fusionner, mais on peut faire des états généraux. Et l'inverse de partis qui se mettent ensemble autour d'une table. Il faut qu'il y ait les partis. Oui, sauf que là, on a l'impression que la situation s'est inversée. Laurent Geoffrin, jusqu'ici, c'était plutôt l'Europe Écologie Les Verts était une force d'appoint. Là, on a le sentiment que les rôles se sont inversés, que la force d'appoint, c'est plutôt le PS et qu'Europe Écologie Les Verts est faiseur de roi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? avait fait 16 quand même, déjà.
Mais le PS ne pesait pas 6, donc ça change quand C'est un même. vrai problème parce que le problème des socialistes, c'est qu'ils peuvent dire, bon, bah, les écolos sont devant, on fusionne, donc nous, les écolos, c'est pareil. Mais est-ce que c'est vrai, ça? Sur le fond, est-ce que le socialisme, c'est l'écologie, c'est pareil? C'est un peu ce que dit Olivier Faure. Hein. Il dit il faut qu'on se transforme, on est en train de se transformer. Parce que pour fusionner, est-ce qu'il faut avoir un petit et un gros, ou est-ce qu'il faut avoir des forces équilibrées? Ça peut se discuter. On voit bien qu'on est historiquement, à l'époque de Mitterrand, par exemple, le PC était très fort. Et le PS était plus faible. L'union était impossible. Il a fallu que le PS grandisse pour que l'union puisse se faire. Ça va être un peu la même chose. Là. Le PS va se dire, bon, si je fusionne avec les écolos, je disparais, quoi. Je n'ai plus rien à dire. Mais il ne se dit pas ça. Hein. Non, j'imagine, oui. Moi, j'ai l'impression. Oui, mais donc il faut avoir une identité. Il faut la réaffirmer ou la réinventer, le cas échéant. Ah oui. On parle des territoires, vous venez de parler de Paris et vous venez de parler de Grenoble. Je ne vois pas très bien comment il peut y avoir un avenir, par exemple, pour la métropole parisienne, si on continue d'avoir une ville parisienne aussi ségrégée et que toutes les catégories travailleuses sont à l'extérieur de la région, enfin du centre, et qu'elles doivent tout le temps emprunter des transports en commun, venir en bagnole, etc. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que se dire écologiste, c'est pas simplement mettre du verre sur les toitures des bâtiments. C'est pas simplement proposer des pistes cyclables pour aller du 3e à la mairie de Paris. C'est un peu plus que ça quand même. C'est-à-dire, c'est penser la ville dans ses relations à la bonne échelle et de permettre à tous... Donc, est-ce que vous voulez dire qu'Anne Hidalgo socialiste n'est pas finalement si écolo que... Ah non, je pense qu'elle est écologiste à sa manière, dans un cadre qui, pour l'instant, n'a pas perturbé le fonctionnement très ségrégué de Paris et qui s'est aggravé. Enfin, on le lit, on est maintenant à plus de 10 000 € du mètre carré à Paris. Ça veut dire que donc les avancées sociales, c'est pas la même chose que les avancées écologiques. Oui, et que surtout, ce que je pense, c'est qu'on peut penser que la bonne écologie ne peut pas être sans un fonctionnement qui est démocratique et plus égalitaire et plus social. Et donc, en l'occurrence, je pense que pour ce qui concerne Paris, ce n'est pas prouvé et que quand Olivier Faure dit on va devenir écologiste, il va falloir qu'il fasse l'effort. Ce que je pense, c'est que France Insoumise l'avait fait en son temps et qu'elle n'a pas poursuivi complètement dans cette direction et qu'elle a trop laissé cette maîtrise de côté, parce qui va coûter cher. Encore une fois, on appréhende l'écologie comme un truc à côté et qu'on va faire et que chacun... Oui, non, mais dans ce qui vient d'être dit et qu'on va prendre comme ça, c'est absolument pas ça. On est justement vraiment dans un ensemble. Sur l'écologie, sur la question sociale, c'est vraiment lié. On parlait de croissance. Moi, je crois plutôt à la sobriété. Et la sobriété, ça ne veut pas dire qu'on va revenir à la bougie et qu'on va... voilà. Non, la sobriété, si on prend l'exemple... Si on prend l'exemple du bâtiment, on passe de bâtiments qui utilisaient je ne sais combien de litres de fuel pour se chauffer à des bâtiments qui créent de l'énergie, qui créent une économie, et voilà. Donc avec un fonctionnement et qui amène un vrai confort. Donc on est toujours dans... on est réellement dans le positif. Mais cette question, il nous reste moins de la sobriété, de l'écologie, si sur tous les domaines on l'applique et on le raisonne de cette manière, alors après je pense qu'on a une chance, c'est que on n'a pas le droit à l'erreur. C'est que là, maintenant, on sait que le mur il est là. Mais pour faire avancer tout ça, et qu'il faut prendre ce virage. Et les solutions, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on les a et qu'on les connaît. Mais pour la sobriété, il faut un autre imaginaire. Quelqu'un qui était sur son fauteuil a regardé les quelques débats qu'il y a eu aux européennes, a vu 4-5 listes qui disaient exactement la même chose sur le fond. Si. Les thèmes écolos, les thèmes l'immigration, l'internationalisme, les libertés, le social, à peu près, je dis 4-5, mais plutôt 4. Eh bien, maintenant, elles n'existeront que s'il y a l'unité. Et donc, moi, je dirais à chaque fois unité. Voilà. Ça sera notre drapeau. Et ce sera le mot de la fin de ce débat. Merci beaucoup à tous les 4 d'y avoir participé. Fin de cette émission. On se retrouve lundi en direct à 18h sur Public Sénat. L'invité de Territoire d'Info lundi sera Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Très bonne soirée. Restez au cœur du débat.